Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci de vos critiques qui sont le plus souvent constructives et nous essayons d'en tenir compte. Nous continuons notre visite guidée du paysage politique martiniquais et bien évidemment là, nous allons faire une pause avec un des plus fervents partisans de la démocratie française et de la démocratie républicaine, Monsieur Philippe Petit, bonsoir. Bonsoir Eddie Marajo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout. Et puis félicitations parce que au moins vous ne pourrez pas être taxé de laxisme en matière de candidature. Alors vous avez parlé de démocratie. Il y a donc ceux qui font de la démocratie participative, je participe, puis il y a ceux qui font de la démocratie représentative. Ils représentent, ça ne me pose aucun problème. L'essentiel, c'est que nous ayons un mot commun, la démocratie, qui est un très beau mot. Alors, quand on parle de démocratie, j'ai envie de tout de suite vous interroger sur un épisode qui est assez cocasse et qui est le suivant. Un des leaders les plus emblématiques des activistes a informé la mairie du Lamentin que samedi, donc on enregistre vendredi après-midi, j'ai tendance à dire demain, mais quand cette émission sera diffusée, on va dire hier, puisqu'elle est diffusée, je le rappelle, à tous ceux qui nous regardent le dimanche soir, qu'il allait déboulonner la statue de Schellcher de la ville du Lamentin. Et le conseil municipal, semble-t-il, à l'unanimité, a voté sur le déboulonnage anticipé de la statue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis qu'ils ont eu raison, parce qu'ils ne vont pas payer des policiers matin et soir pour surveiller. On n'a pas d'argent dans la mairie du Lamentin et dans les autres mairies pour véhiculer matin, midi et soir les inepties de certaines personnes. Vous savez, l'histoire, c'est quelque chose sur le long terme. Ouais. On a commencé avec des Caraïbes, je crois, ou des Arawaks. Ensuite, on est arrivé avec des Blancs, ensuite des Noirs, ensuite des Indiens, ensuite des Jaunes. Et à chaque fois qu'il y a eu des moments de friction, il est évident qu'il y a eu des incidents, des dégâts qu'on va dire collatéraux. Ouais. Les statuts sont des dégâts collatéraux de personnes qui n'ont pas malheureusement le recul historique. Est-ce qu'on peut le reprocher à eux ou est-ce qu'on peut reprocher à l'éducation nationale ? Alors, je ne sais pas de quelle nation on parle, ou tout simplement à l'éducation des parents, ou bien certainement à l'éducation des politiques, ces faits-là. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de recul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis contraint, c'est très clair, donc il n'y a même pas de problème là-dessus. J'aurais fait pareil que la mairie du Lamentin. Nous déboulonner, ça, c'est pas la peine de mettre masse en didain pour écraser des œuvres en plus qu'on a non seulement qui ont une valeur morale, bien entendu, une valeur humaniste, probablement, mais surtout une valeur financière. Donc j'aurais fait comme eux, j'aurais déboulonné à l'avance tranquillement. Mais l'idée que des individus puissent sous la contrainte, sous la menace, dicter à des collectivités, à des gens qui sont élus de la population, leur volonté, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, c'est l'état de délabrement de la société aujourd'hui. L'enfant est roi. Il n'y a plus de limite. Depuis que. Mais là, ce n'est pas des enfants. Non, ce sont des enfants qui ont grandi. Non, des quinquagénaires bien trempés. Hein. Non, mais là-dessus, depuis qu'on a fait un certain nombre de droits sociaux et que la valeur travail a disparu derrière les droits sociaux, on est arrivé à dire, et notamment Michel Rocard en avait parlé, il était contre l'instigation du RSA d'emblée outre-mer. Et on ne va pas épiloguer là-dessus. Mais c'était l'idée de dire qu'on va encore, alors qu'il n'y a déjà pas de travail, cautionner un potentiel assistanat. Et parmi les jeunes activistes qui sont nés au biberon de personnes qui ont connu d'abord le RMI avant d'avoir le RSA, pour eux, ils ne comprennent pas ce que c'est que travailler, parce que pour eux, la société leur doit. Il y a des riches qui sont arrivés riches, on ne sait pas comment, mais peu importe, comme on n'a pas de connaissances en économie, donc on ne sait pas comment on devient riche. Mais il faut qu'on fasse comme les autres, qu'on devienne riche, parce qu'on n'a jamais eu de ce qui était inculqué, la valeur travail et la difficulté du travail. Par conséquent,
ces gens-là, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Mais et puis ils sont récupérés. Même s'ils sont ignorants, ils sont relativement efficaces apparemment, puisqu'ils semblent imposer chaque jour un peu plus leur volonté à la majorité. Alors, tout ça, ce sont des cycles jusqu'aux élections. On verra bien aux élections si ce sont les activistes qui gagnent. Parce qu'en plus, il y a des listes activistes. En tout cas, moi, je considère... Ah, vous pensez qu'il y a des listes activistes? Moi, que on va les lister, vous allez me les désigner. Qui font partie des listes activistes, soit officielles, soit déguisées, je n'ai aucun problème là-dessus. Hein. Vous allez Donc, me les citer. Si ces listes arrivent au pouvoir, elles verront elles-mêmes, et je rigole à la limite, je suis un grand blasé de la démocratie, si elles devaient arriver au pouvoir, elles-mêmes, face à leurs enfants, leurs copains, leurs amis activistes, comment ils vont faire après pour gérer le PIB de la Martinique. Mais on va en parler tout à l'heure, donc je suis à l'aise. Mais donc pour moi, la société est dans un état de déliquescence ou de délabrement. Soit on fait la révolution et on coupe la tête soit à tous ceux dont on veut que la disparition, soit à tous ceux dont on ne veut pas parce qu'ils sont dans l'état de délabrement. Donc, ce n'est pas ça que j'appelle la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des élections qui vont arriver et à partir de là, il faudrait une valeur éducative qui permette à ces personnes, gentiment, de s'asseoir, comme vous et moi, de comprendre. Mais quand dans l'éducation nationale, maintenant on a mis un petit peu de morale, il faut, en dehors de la morale, de la philosophie, très vite, il faut de l'économie à l'école. Si vous n'apprenez pas l'économie, comment on produit de la richesse et comment la personne qui a son smartphone arrive à avoir un smartphone, ce que c'est que la valeur de smartphone et comment il est produit à si peu d'argent alors qu'il y a tant d'intelligence, tant de sueur aussi pour arriver à travers l'extraction des métaux rares et autres. Ouais. Et s'ils ne comprennent pas tout ça, ils ne peuvent pas. Ils sont assis sur le bateau de croisière, ils volent dans l'avion. Ben, là, normal, en avion, on va rouler, en bateau de croisière, on va rouler. Nous pas de problème avec ça. Donc, il faut absolument des cours d'économie. Et tant que l'éducation nationale n'aura pas fait l'effort, l'éducation régionale, nationale, ce que vous voulez, n'aura pas fait l'effort d'expliquer comment on fabrique un smartphone, on ne pourra pas comprendre. Ces personnes-là ne peuvent pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Alors, autre sujet d'actualité avant qu'on rentre dans le vif du questionnement. J'ai envie de vous poser la question de manière brutale. Vous êtes contre ou pour la vaccination? Alors, je suis... Contre le Covid-19. Je suis exactement un pharmacien. Quand on apprend la pharmacie, a priori, on vous apprend le vaccin. Et le sérum, c'est quand on vous injecte déjà des anticorps constitués. Le vaccin, c'est quand on vous injecte des antigènes désactivés qui vont vous permettre de produire des anticorps. Donc je suis pour le vaccin qui a éradiqué, j'ai toujours vendu diphtérie, tétanos, polio, des choses qui ont disparu. Par contre... Qui était présente en Martinique dans les années 60 encore. Tout à fait. Faut-il le rappeler? Faut-il le rappeler. Et puis la variole, la première, etc. au départ. Bon, il y a des années et des années. Donc je suis pour le vaccin, indiscutablement, qui a fait progresser l'humanité et la survie de l'humanité. Maintenant, il y a des vaccins il y a des maladies saisonnières, plus ou moins brutales, et qui ont surtout une chose qu'on appelle la mutation. C'est-à-dire les mutants, alors on appelait ça avant les variants, mutants, c'est la même chose, et dont on ne peut jamais savoir à l'avance, en tout cas il n'y a pas eu un scientifique qui a pu prévoir la mutation. Et on vous injecte par exemple pour la grippe, qui est un mutant, différentes souches de grippe qu'on mélange un petit peu au hasard. Et quand j'étais étudiant, dans les années 75-80, c'est pas d'aujourd'hui, mes grands-parents métropolitains, décédés maintenant, prenaient ces vaccins contre la grippe. Et moi, philosophiquement, j'étais contre. Pourquoi? Parce que je leur disais, mais ça ne sert à rien, puisque ça mute. Il vaut mieux que vous soyez en bonne santé, que vous preniez de la vitamine C, et à la limite, vous n'allez pas attraper la grippe. Mais si vous attrapez la grippe, ça ne va rien faire pour vous, puisqu'elle peut avoir muté. C'était mon discours. Je le tiens toujours au niveau de la Covid. C'est-à-dire que la mutation de la Covid, les mutants indiens, pakistanais, brésiliens, sud-africains, ce que vous voulez, peuvent pas. Maintenant, c'est vrai, et j'ai, avec les années, révisé, amélioré mon jugement, c'est vrai que pour les personnes qui ont un taux de comorbidité, qui sont fragiles, il vaut mieux avoir un vaccin. Et comme il y en a beaucoup à la Martinique, normalement, on devrait avoir le vaccin qui fait que vous n'allez pas faire la forme grave de la maladie. En tout cas, c'est ce que dit la théorie. Par contre,
et je suis très clair, les personnes a priori en bonne santé. Alors, a priori, qu'est-ce que la bonne santé? Il faudrait qu'on ait... Vous savez on va faire de la médecine qui se croit en bonne santé. Non, mais attendez. Quand on lit les statistiques sur les gens en bonne santé ou qui se croyaient en bonne santé, il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Hein. Qui sont morts. Donc, a priori, je dis bien, des gens des personnes en bonne santé qui n'ont pas de caractère génétique qui les frappe de taux de comorbidité, a priori, s'ils ont une vie relativement hygiénique avec les gestes barrières, je ne vois pas la nécessité fondamentale de faire le vaccin. Je prends mes responsabilités. Ouais. Maintenant, je dis bien que le vaccin, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en bonne santé. On est d'accord. Et puis, il y a ensuite derrière l'immunité collective. Et plus il y aura de personnes vaccinées, plus on a de chances d'attraper ce qu'on appelle l'immunité collective, donc que le virus disparaisse, dit-on, à un moment donné, bien que vous ayez vu que le virus de la grippe n'est pas disparu. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas eu de grippe pendant qu'il y a eu ce virus. Donc, est-ce que c'est le nouveau virus de la grippe? Et que donc la grippe elle-même... Donc, finalement, vous êtes pour ou contre? Si vous deviez là donner un message aux gens qui nous écoutent... Je suis pour la vaccination, indiscutablement, mais je dis qu'il y a des mutations du coronavirus qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous êtes définitivement protégé, puisqu'il y a des mutations. Et qu'on essaie, par rapport maintenant aux nouvelles technologies avec cet ARN messager, de prévoir peut-être en injectant des possibilités que le corps réponde de manière encore plus diffuse sur plusieurs types de variants. Et pour moi, ce n'est pas encore gagné, ce n'est pas encore prouvé. Donc, en définitive, qu'est-ce que vous conseillez aux Martiniquais? En définitive, je dis aux Martiniquais qui ont des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension, des problèmes de surpoids, de se vacciner. Très bien. Et les autres, vous leur dites, allez-y. Je leur dis, c'est leur volonté. Très bien. Ils prennent leurs risques. Moi, je garde ce que j'ai fait pour moi. Vous êtes vacciné ou pas? Je vais vous répondre comme le docteur Raoult. Je crois qu'il avait répondu sur un plateau au gars. Est-ce que je vous ai demandé si vous avez eu la syphilis, qui est une maladie vénérienne, hein, je le dis pour les spectateurs. Je crois qu'il a répondu ça au gars. Je ne vais pas vous demander ça, hein, monsieur Marajo. Mais il avait dit, c'est mon secret, c'est mon jardin secret, c'est mon secret. C'est mon secret professionnel, donc je ne vous dirai pas si je suis vacciné. Très bien. Bon, je pense que vos électeurs apprécieront et les Martiniquais apprécieront. Au moins, vous avez été clair. Alors, vous êtes à nouveau candidat à la fonction suprême. On va appeler ça comme ça, puisque je présume que ce qui vous intéresse, c'est travailler. Exact. Et non pas présider une assemblée d'élus, mais d'être président du conseil exécutif. Absolument. On m'a posé la question. Vous savez, je vais m'ennuyer dans une assemblée. Si c'est pour rester là pendant 12 heures à écouter des gens qui se contredisent à longueur de temps et puis qui s'écoutent parler, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un mec d'action. Donc, c'est pour le conseil exécutif que je viens. Oui. Très bien. Alors, je pense que la tarte à la crème des journalistes qui vous reçoivent, c'est vous demander pourquoi une nouvelle fois, alors que, etc., etc. On ne va pas refaire l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est cette motivation que vous avez de manière systématique à vouloir y aller tout seul. Est-ce qu'une nouvelle fois, vous avez été boudé par les autres, ou est-ce que vous avez choisi d'y aller seul? Parce que j'ai bien analysé votre parcours. Souvent, vous proposez aux autres d'y aller ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? Est-ce que c'est dès le départ vous savez, je n'ai aucun secret. Hein. Ouais. D'abord, sauf sur le fait que vous le vacciner. Sur le vacciner. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon. Alors, là-dessus, je suis très clair. Aussi, l'article 4 de la Constitution française dit que la politique doit se faire avec des partis politiques. Il se trouve que très jeune, j'ai créé un parti politique qu'on a appelé Mouvement libéral martiniquais pendant 18 ans. En 2010, il est devenu Mouvement libéral populaire à la suite de la consultation populaire. Et puis maintenant, il est devenu en 2021 UDEM, 12 ans après, ou 2010, 11 ans après, UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique. Ça veut dire que je fonctionne avec des membres dans un parti. Je ne fonctionne pas seul. Philippe Petit ne se lève pas
Et puis le matin, quand il passe son rasoir, on se dit « je serai candidat ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ma tête. C'est un processus qui vient avec des militants. Et depuis 1992, j'ai réussi l'exploit, tout en étant, j'ai été élu quand même au conseil municipal de Ducos 3 fois dans l'opposition, et en démissionnant tout de suite. Ça, c'est autre chose. On va en discuter aussi après. J'ai, si vous voulez, maintenu, malgré tout, des militants qui me suivent depuis 29 ans. C'est extraordinaire d'avoir pu avoir une série de non-victoires et d'avoir toujours des militants. Moi-même, je suis surpris. Ça veut dire que je séduis ou que l'intelligence de réflexion que nous avons séduit un certain nombre de militants. Ils n'ont pas tous, ils étaient déjà plus âgés que moi, ou ils avaient mon âge quand on a démarré, ils ne sont pas tous à la tombe, et on arrive à avoir des jeunes. Oui. Ce qui veut dire par là que nous avons donc une réflexion politique, nous avons des propositions concrètes où il y a des adhérents, des militants qui paient leurs cotisations, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local. Je vais discuter de mes deux mouvements. On va parler du local pour l'instant. Du local. Donc, c'est déjà la chose. Là-dessus, mes militants se sont réunis le 14 octobre 2020. Je vous donne la date. Et jusque-là, j'ai eu avant, en gros, 3 propositions. Je ne cache rien. Allons-y. La première proposition, c'était que mon ami Marius Narciso, que j'avais soutenu au second tour à Ducos, me disait « Philippe, on nous était ensemble ». Et c'était de voir Alfred Marie-Jeanne. J'avais signé une charte avec Marius en lui disant « Au moment des élections régionales, je ne serai pas avec toi, probablement pas, puisque je considère que c'est une élection majeure, M. Marajo vient de le dire, et donc par conséquent, il faut quand même avoir des repères. Et ce repère, je ne suis pas indépendantiste, même si je soupçonne M. Marie-Jeanne de n'être pas indépendantiste et M. Narciso, mon ami, de dire dans la sémantique, mon marie-jeannisme n'est pas indépendantiste. Peu importe. Très bien. D'accord ? Donc il y avait cette sollicitation qui était d'y aller et j'y suis allé à reculons. Donc, si vous voulez, du fait d'une mauvaise volonté de ma part, le rendez-vous qui était déjà obtenu n'a pas été honoré, de ma part. Très bien. La deuxième chose, j'avais de tout temps placé, comme nous sommes des centristes, le curseur auprès d'une certaine gauche, puisque le mouvement libéral-martiniquais, j'ai toujours expliqué que le mot libéral, c'est la liberté, ce sont les intellectuels du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, qui s'étaient opposés aux nobles et au clergé et qui étaient du côté du peuple. Donc le mot libéral est à gauche. Mais il est, comme vous l'avez marqué, vous, politiquement incorrect. L'acception classique du mot libéral aujourd'hui dans l'Occident, appelons ça comme ça, c'est plutôt un concept placé plutôt à droite de l'échiquier. Voilà, c'est-à-dire que comme vous êtes un occidental type, et comme les journalistes martiniquais sont des occidentaux type, ils fonctionnent comme l'Occident, c'est-à-dire totalement à côté de la plaque. Mais je vais surtout pas... Merci je vais beaucoup. surtout de la plaque tectonique, nous sommes dans le volcanisme. Merci pour le jugement. Donc, je ne vais pas me fâcher avec ces journalistes, puisque c'est l'ensemble a raison. Le mot libéral est gauche. Au départ, c'est la liberté, c'est la gauche. Vous irez fouiller sur tout ce que vous voulez historiquement. Maintenant, comme vous avez dit, on est arrivé au XXe siècle, c'est exactement comme les statuts. Chez les chertés anti-esclavagistes abolitionnistes, je dis que c'est un vagabond. C'est exactement la même chose. Eh bien, mon mot libéral, il est de gauche et on l'a mis à droite. Le vilain libéral. D'accord ? Bien. Donc, ce mot que j'avais était placé à la Convention de Bellefontaine en 1997. J'étais à côté, j'étais exactement à sa droite. Au bout de la table, il y avait un certain secrétaire général, Serge Letchimy, à ma gauche. Et en bas, il y avait Camille Dancière et Jeannie Dancière qui étaient là, paix à son âme, M. Dancière, qui était là. Et j'ai fait un discours sur le fédéralisme, en disant que c'était la pensée authentique de Césaire à l'origine, avant, à cause d'une droite réactionnaire, de passer à un ghetto-autonomie. Et donc, qu'il fallait faire avec les régions françaises un groupe parlementaire qui permettrait aux régions françaises, basques, etc., plus les Antillaises, de faire quelque chose qui pouvait exister, même si l'histoire du mandat impératif disait que vous ne devez pas devenir de telle catégorie, mais c'est faux. On a vu depuis des groupes dans toutes les catégories se faire. Je crois qu'il y a une douzaine de groupes à l'Assemblée nationale maintenant, puisque on ne sait plus où on est. Bon. Donc, par conséquent, je avais proposé ça. Et je me souviens, descendant de l'estrade, après avoir fait mon discours, Jeannie Dancière, qui est toujours vivante, elle peut m'écouter, qui me dit « Philippe, tu crois que c'est si facile que ça de dire ça ?» On m'a dit, mon Dancière a rien, tout mon respect.
98 arrivent les régionales. Philippe Petit il a déjà quitté Ducos dans sa tête. Il a été battu en 95, c'était sa première élection. Il a compris que le père Marc-André avait choisi sa fille comme dauphin, donc elle a pris toute la droite, et que de l'autre côté, il y a tellement de formations de gauche. Alors rappelons qui c'était quand même, Marie-Alice André Jacoulet. Paix à son âme, qui est décédé le 11 janvier 2009. Vous voyez, j'ai les dates en tête parce que j'habitais à ce moment-là dans le même immeuble qu'on venait tous les deux d'acheter, et on était voisins. Bien, et donc, Marie-Alice avait la cote avec son père, qui voulait qu'elle prenne sa revanche, puisque c'est le mot à la mode, sur Ducos. Et je me suis trouvé pris entre deux feux, puisque je suis centriste, avec une gauche, Douguet, qui était le parti martiniquais socialiste proche du PPM, Silla, qui était la fédération socialiste, il y avait déjà d'autres divers gauches, ça se fracturait dans le conseil, et puis il y avait les indépendantistes qui montaient. Donc j'avais compris que c'est pas la peine, je pas à Ducos, je n'ai pas fait politique, je n'habite pas à Ducos, je ne suis pas enfant de Ducos, et j'ai vendu ma pharmacie qui était à l'origine de 82 à 87. C'est parce qu'on est venu me chercher à Fort-de-France, où j'avais monté ma pharmacie à Redoute, que j'ai fait de la politique à Ducos. Mais c'est un accident de parcours que je ne regrette pas, mais qui m'a coûté une carrière, parce que j'ai fait un mauvais choix. Et la seule personne qui a fait le mauvais choix, c'est Philippe Petit, pas accusé personne. C'est lui, en ayant écouté les Ducossais qui sont montés me chercher, je n'aurais pas dû m'obstiner. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est 98, l'année charnière de ma vie politique qui m'a suivi après. C'est ça, je suis sûr de moi. Donc j'ai fini avec ça. Et la Convention de Bellefontaine accouche d'un accord de la gauche avec 6 formations politiques. Le PPM, bien évidemment, l'Ordino Guy qui avait le renouveau, la Fédération socialiste avec Jean Cruzel à l'époque, Pierre Samou qui vient de faire bâtir le pays Martinique, et Capgras, toujours le Parti communiste, qui était, et puis nous, ça a fait 6. Et là-dessus, je me dis, Philippe, t'inquiète, la liste régionale se prépare pour 98. Et puis, là-dessus, il y a eu 3 personnes qui ont fait des invitations, et on a commencé à travailler dans toutes les mairies. Je suis passé à la mairie de Fort-de-France, à la mairie des Anses-d'Arly, à la mairie de Ducos, à la mairie du François, pour la liste commune. Donc, on n'a pas fait politique en les Ducos, puisqu'il y a au même jour des cantonales en 98. Et mon vieux, j'ai posé la même question que j'ai posée à ce cher Pierre Petit et à Génie le 23 janvier de cette année. Je vais tout vous expliquer. Qui sera tête de liste ? Tout le monde garde moins. Même en posant une question, ce n'est pas une question incongrue, ce n'est pas un gros mot. Pour moi, qui sera tête de liste ? Parce que le MLM, nous pas candidats pour être tête de liste, nous pas de problème avec ça. Je n'ai pas d'ego surdimensionné et moi pas envie de faire liste. Vous gardez moins qu'un extraterrestre, comme avait dit mon ami Marie-Jeanne un jour sur un plateau télévisé, un objet politique non identifié, un OVNI. Vous gardez moins qu'un OVNI. Moi, je dis, mon Dieu, ça m'en dit là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à la fin, la question que j'avais posée, j'ai eu raison, 6 listes. On va revenir tout à l'heure, si vous ne perdez pas le fil, sur la réunion du Morne Rouge de Génie Dulis et de Bonolin. C'est exactement la même chose que j'ai prédite. On aurait dit, voilà, moi j'arrive ça en 98, après la convention de Bellefontaine, donc vous aurez les mêmes effets. J'ai dit sur Morne Rouge encore trop tôt, vous ne pas monter 10 ça, me battre ni doigt, mais il peut-être quand même, pas exagérer, parce que je l'avais déjà vécu. Moi, je ne vais pas rentrer dans les autres là. Alors on va revenir dessus. Donc, 98 arrive, Philippe Petit est obligé de faire une liste régionale, puisque j'ai un parti. Vous verrez que j'ai déjà fait une liste où j'avais fait 2,60%, 2660 voix. Mais ouais, là, ça n'a pas été mauvais, malgré tout, et je suis sorti 8e ou 9e sur 14. Comme un idiot obligé de faire sa liste alors que je ne voulais pas. Et du coup, je me suis dit, Philippe, merde. Sur 15 ? Sur 15, je crois qu'il y avait un journaliste qui est mort maintenant, Jean-Philippe Rémer ou autre, qui était un... Bon, bref. Donc, sur 15 ou 14, moi pas ça, mais enfin, j'étais sorti 8e. J'étais même sorti devant M. Yann Monplaisir, vous pouvez vérifier, il était à 2300, j'étais à 2600, j'étais sorti devant Yann Monplaisir, qui avait déjà fait dissidence avec la droite. Mais moi, je fait ça fait moins. Et comme ça a fractionné, fracturé en 6 listes exactement, 3 ont été élus, 3 n'ont pas passé le code de 5%, dont la mienne, eh bien, j'ai été obligé d'aller me mettre à Ducos pour continuer à faire de la politique rapidement au canton, alors que je n'étais pas candidat. Donc, quand je suis allé au canton sur Ducos, je me souviens, les 8 panneaux des candidats étaient déjà posés. Nous étions 8. Philippe Petit est arrivé, on a créé un 9e panneau pour moi. Vous voyez, c'est ma vie. Donc, du coup, je suis allé, et c'est là que commencé passé au cantonal de 98. Et du coup, ça a marqué le truc, puisqu'il a été élu en 2001, et il a fait 20 ans de parcours. Revenons là. On revient à nos moutons. Non, vous disiez, j'ai eu 3 propositions. On a bien compris que Narciso et le MIM, c'était non. Quels sont les 2 autres ? Deuxième proposition, évidemment, je me sens toujours proche du PPM. C'est pour ça que j'ai commencé par là, vis-à-vis
de ce que j'avais fait en tant qu'étymologie du mot libéral centre-gauche. Donc, à l'époque, M. Lagarde était en plus venu en Martinique, nous avions été reçus par Serge Letchimy, qui est le député, en tant que bon député, et ça s'était très bien passé, et moi je me suis dit, on pourra placer l'UDI de M. Lagarde et l'UDEM, qui est devenu l'UDEM, notre mouvement local, dans Ensemble pour une Martinique nouvelle à partir de cette rencontre en 2019. Et j'avais demandé un rendez-vous qui allait se faire le moment venu pour dire est-ce qu'on peut voir si on peut converger et rentrer dans Ensemble pour une Martinique nouvelle en étant le centre-gauche ou en étant l'aile droite de la gauche. Oui, ça ne me pose aucun souci sémantique, nous, c'est des centristes. Il se trouve que M. Ajar, qui a répondu moi, alors, comme je suis un monsieur poli, comme je vais au deuxième tour avec Narciso, il m'a dit, bon Dieu, poussez-vous là pas apprendre ça dans la presse. Je vais leur expliquer parce que M. Narciso, M. Sina, qui m'avait fait venir, avait demandé à Louis-Marie Sainte du PPM de venir pour qu'on fasse un bloc. Louis-Marie Sainte avait refusé. Il m'avait demandé de venir avec lui au deuxième tour de Ducos. J'avais refusé. Je me disais, mais non, Loulou, ça pas assez costaud. Si on doit vraiment gérer la commune avec le truc. D'accord ? Donc, l'alliance purement municipale. Donc, M. Ajar m'a ressorti gentiment quand je dis, attention, je fais, il me dit, 1, merci pour votre politesse. 2, merci pour votre considération pour le PPM. 3, nous n'acceptons plus de négocier parce que vous êtes allé avec le voyou de Narcissou. Enfin, le voyou. Passons, il n'a pas mis le terme voyou, mais en sous-entendu, un mime. Donc, voilà. Donc, ma deuxième touche s'en va. Il se trouve, nous sommes en mars-mai, que le 11 octobre, qui vient aussi avec ma troisième touche, le 11 octobre, donc suivez bien que mon mouvement a lieu le 14 octobre, ma réunion. Le 11 octobre, je suis invité par le collectif des ouvriers empoisonnés, qui est géré par un ami d'enfance que je connais, M. Pinville, qui était en Guyane pendant un moment, qui me dit « Philippe, il faut quand même qu'on prenne des responsabilités. Je voudrais que l'UDI, sur le plan national, appuie le collectif des ouvriers empoisonnés. Donc je t'invite parce que je voudrais qu'on soit reçu. » Et il a été reçu par le président Lagarde pour appuyer les dossiers de chlordécone en janvier 2021, donc c'est tout récent. Et je voudrais que tu viennes. Quand je vais là, qui est-ce que je vois? M. Joc, qui était déjà en campagne, et M. Letchimy. Je vois Serge, nous bien. Je lui dis, Serge, quand même, nous rapaiser quand même en Martinique, on a quand même un mouvement, une idéologie, on pèse des voix. Et Serge me dit, Philippe, je n'avais pas compris ton truc avec Narciso, j'ai compris après quand tu as démissionné, et nous bien, mais je ne peux pas faire entrer l'UDI dans le tour de table, parce que tous les autres membres de la gauche, quand ils disent à la petite avenue, nous avons fait bailler nous, par contre, donc c'est ma parole et celle de Serge, vous demandez à Serge, je te fais rentrer sur la liste en tant que personnalité, puisque j'ai le droit, dans notre truc, de faire rentrer des personnalités. Écoutez bien, donc le 14 octobre, je demande à mon groupe, voilà ce que M. Letchimy m'a proposé. Et quand il m'a dit ça, il m'a téléphoné chez moi, ma femme était moi, le 11 octobre, parce qu'il dit, Serge Jouga dit, moi ça, il prenait l'avion avec son attaché parlementaire, et je lui ai dit, il faut que tu me dises ça avant le 14, si c'est une proposition ferme. Il me dit, Philippe, en tant que personnalité, ou c'est en construction, en bâtisseur, en élément valable, Magado Vigné moi. J'ai écouté, le 14 octobre, j'ai posé sur la table, les gars m'ont dit, donc on n'embarque pas l'UDI, on n'embarque pas l'UDEM, ça lui rabattait Philippe Petit. Il y avait donc deux choix, ou bien je serais peut-être élu, et puis comme j'aurais mon étiquette UDEM à l'intérieur, peut-être que je pourrais faire prospérer l'UDEM, solution pratique, et puis solution théorique, Philippe a envie de rester avec son groupe, il n'a pas envie d'être élu, c'est Baïda m'ont choisi. Mes amis ont choisi pour moi le 14 octobre. Donc si j'avais voulu, je rejetais ma base et je leur disais, m'en merdez pas, je vais aller avec Serge en janvier, qui m'avait attendu janvier 2021 pour m'en faire. Donc je n'ai rien à cacher. Donc c'est fini, c'est une affaire de parti politique que j'ai choisi. La troisième personne, elle me téléphone à l'époque, donc il y avait déjà un rapprochement, je pense, avec Fred Lordino, c'est Yann Monplaisir qui me téléphone et qui me dit, 15 jours avant le fameux 11 octobre, puisque j'aurais pu être à payé en chasse. Yann m'a téléphoné pour me dire, je t'embarque Philippe en tant qu'individu. Mais Yann, c'est même là qui Serge, pas que Serge, il ne pouvait pas dans un groupe de gauche qui est déjà constitué, ce que je peux comprendre. Yann, c'est du Yann, c'est-à-dire c'est les hommes. Nous pas foncer, nous pas... Je n'ai rien contre, je dis les faits, puisque moi bien Yann, moi bien bio tout. Mais m'a fait ça fait moins. On est d'accord? Donc Yann m'avait dit, Philippe, je t'attends. On fait notre rentrée politique le 11 octobre, tu es invité Malé Koula. Et j'ai dit à Yann, il n'y a pas de problème, mais le projet, ça qui projet, a pu se tenir un projet en 2015, et mon appareil politique. Ah, Philippe, pas compliqué la vie, moi. J'ai dit, bon, Yann, je t'appelle. J'ai demandé à Yann de m'appeler, il m'a dit, je t'appelle, Philippe.
Je lui ai fait texto, j'ai reçu invitation par WhatsApp de Karine Mousseau, de Marinette Torpille, je passe pour le truc, de Bapé en chance du 11 octobre, et je n'ai jamais eu de coup de fil de Yann. Et jusqu'à maintenant, j'attends le coup de fil de Yann. Donc, j'ai reçu un appel chez moi le 11 octobre au soir. Comme on ne t'a pas vu Philippe, pas de lui, d'un de ses amis, comme on ne t'a pas vu Philippe, Yann est déçu, etc. Donc, j'ai eu 3 propositions concrètes, dont 2 plus fermes, mais mes militants, le 14 octobre, ont choisi de faire. Et j'ai laissé là le confinement passé fin d'année, et le 25 janvier, nous avions rendez-vous pour annoncer au squash ce que nous faisions, c'est-à-dire une liste. Le 23 janvier, vous voulez la suite de maintenant, on va sur Mme Dulis Non. 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 D'accord. J'ai des questions là-dessus. Donc, on a bien compris que c'est d'abord une volonté de votre groupe. Politique, d'un parti politique, d'un mouvement politique. Que vous avez accepté, bien évidemment. Que j'ai accepté. Mais je ne suis pas majoritaire dans le groupe, je suis minoritaire. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est ce qui fait justement l'originalité de votre positionnement. Parce que vous venez de le dire d'ailleurs. Vous avez été, entre guillemets, dragué par le MIM, par le PPM et par un candidat qui se positionne à droite, même si ces temps-ci, ça bouge un peu, on va dire ça, sur l'échiquier. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui permet d'identifier votre spécificité? Vous n'êtes pas soluble dans les partis politiques martiniquais. Alors, soyons la preuve, sinon, mais la preuve, sinon j'y serais allé. Oui, vous y avez échappé de peu. J'y ai échappé Parce de peu. que si Letchimy vous aurait rappelé, vous seriez dans la liste de Letchimy aujourd'hui. Non. Il m'a rappelé en tant qu'individu. Oui. Et je lui ai dit, le mouvement a dit non. Il a dit en tant qu'individu, Philippe, je souhaite que tu sois avec nous. Et le mouvement politique a dit non. Mais si Yann Monplaisir vous avait rappelé, c'est pareil. La date a été passée après le 14 octobre. Ouais. Attends, monsieur Marajou, il faut bien comprendre, ce n'est pas un jeu d'enchères. Il y a le 14, ça c'est Pierre Petit, Génie du Lys, nous n'avons pas les dit ça c'est l'autre bagaille. Non, mais ça, c'est pas la même politique. C'est autre chose. J'ai un parti politique, il se réunit le 14 octobre. Il se trouve que le 11, j'ai des propositions. Quand arrive le 14, les propositions, elles ont été mises sur la table. Ouais. Un payer en chassement pas aller, ça c'était pour moi. Et donc, le Timmy, est-ce que tu embarques en tant qu'individu, Philippe, sur la liste et puis on laisse tomber l'appareil de l'UDEM, tu finis ta carrière sur une liste si tu es élu et puis tu fais du travail pour la Martinique, ou bien est-ce que tu considères ton parti politique? J'ai considéré mon parti politique. Et j'ai eu raison et j'ai eu tort. Ça n'a pas d'importance parce que la spécificité. Alors, la spécificité, nous sommes un mouvement centriste libéral, ça veut dire que nous sommes centre et libéraux. Comme alors, vous m'avez mis, on va essayer de mettre. Vous alors, avez à gauche. Attendez. On va essayer de... Parce que les gens, ces émissions ont pour objectif, pédagogique, ambition, voilà, de leur expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a un peu plus de temps. Sur des valeurs politiques majeures et des choix politiques majeurs, on va essayer de savoir où vous êtes. Parce que moi, j'ai du mal. Hein. Je vous avoue, je suis là quand même depuis pas mal de temps, mais j'ai du mal. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'indépendance? Je suis contre l'indépendance. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'autonomie de la Martinique? Je suis pour le fédéralisme et j'estime qu'on a déjà l'autonomie par rapport au fait que la décentralisation nous permet d'être autonome dans chaque région. Donc on est en train de... On joue sur le mot autonomie. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous n'avez pas écouté. Attendez, non, mais je vous ai écouté et les gens qui sont là m'ont écouté. Le fédéralisme n'existe pas pour l'instant, ni dans la Constitution française, ni dans la loi française d'ailleurs. Moi, ce que je veux savoir, c'est votre positionnement par rapport à des concepts qui existent. Le concept d'autonomie existe, il est matérialisé de manière très pratique par la Polynésie française, oui. Okay, également par un statut plus ou moins fait sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie, oui. pour Saint-Barthélemy oui. et Saint-Martin. Oui. Ne retenons que cela. Oui. Bon. Vous, si on vous demande de choisir entre le statut actuel de la Martinique, qui est dans l'article 73 de la Constitution, ou l'article 74, dans lequel il y a les 4 que je viens de citer, les 4 territoires que je viens de citer, vous choisissez quoi? Mais j'ai choisi le 73, puisque j'ai fait voter. C'est moi qui ai fait l'appel, le sieur m'a rejoint. C'est comme ça que les choses, on arrivera un jour peut-être à comprendre. C'est le sieur et la droite qui m'ont rejoint quand j'ai osé dire que 74 n'est pas bon lorsque Lise et Marie-Jeanne et autres
essayaient de partir sur le 74. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un bloc et que je me suis retrouvé avec le sieur et tout ça à l'époque sur une liste. Je vais, si jamais on a le temps, on en reparlera. Donc, je suis contre le 74. Et j'estime que dans le 73, il y a suffisamment d'opportunités, de souplesse, sans même passer par les lois d'habilitation, pour arriver à faire des choses. Je crois qu'il y a des fois des gens qui se mettent le doigt sur la baguette, il y a des gens qui ont peur de le rompre. Donc je suis résolument pour l'article 73 qui permet, avec toute une souplesse, de faire des choses. Et après, c'est un rapport de force avec le gouvernement. Mais au moins, vous restez dans un ensemble de lois qui vous protègent. D'accord. Maintenant. C'est bien. Attendez. Restons sur ça. C'est bien pour ça que je vous demande de préciser, de bien identifier votre positionnement. Parce que quand je lis ce que raconte Miguel Laventure, et ce que je viens d'entendre de votre part, c'est exactement la même chose. Non. Qu'est-ce qui fait la différence? Non. Alors. Miguel Laventure dit texto, je vous rappelle, il dit texto, nous avons suffisamment de marge de manœuvre à l'intérieur du 73 pour assurer le développement harmonieux de la Martinique. Vous venez de dire... Je dis oui. Parce qu'il dit oui, je souscris. Vous venez de dire la même chose. Donc, je ne vais pas avec une liste. Vous m'avez demandé, donc je ne vais pas avec une liste indépendantiste. Sur le plan. On a compris. Mais c'est bien ça. Donc la différence d'attitude, c'est que monsieur Miguel Laventure dit quelque chose et il fait le contraire. Donc, d'accord, c'est ça qui fait la différence. Mais l'action, c'est-à-dire que lui fait le contraire, il est parti avec les indépendantistes en disant qu'il ne va pas mélanger. Les autres sont pour le 74, mais il est sur la liste du 74. Il a besoin de se faire élire. C'est celui qui est là depuis 83, le plus vieux, et lui, quand il finit là à 80 ans, il sera content, il aura passé une carrière, très belle carrière, et je le félicite. Je suis content pour lui. Vous n'êtes pas amer de sa réussite électorale? Je suis de sa réussite, même dans la vie, je ne suis jamais jaloux de personne. Jamais. C'est pas du tout mon style. Mais pourquoi vous insistez sur le fait que... mais vous venez de me demander... Attendez. Non, pas sur un plan, bien évidemment. Je vais vous venez de me demander... Non, mais attendez, laissez-moi préciser ma question. Je ne vais pas faire focus sur sur la carrière politique d'un individu. Je vous ai cité Miguel Laventure, entre autres, parce que c'est le porte-parole à l'époque de ce choix du 73 que vous venez de faire, exactement. C'est pas que je viens de faire, c'est moi qui ai fait un communiqué que vous venez de rappeler, de confirmer. Donc, on a du mal, Philippe Petit, et je ne suis pas le seul, à bien identifier où vous vous situez à la fois sur le paysage politique, mais bon, on sait que ces temps-ci, on est dans la variabilité. Alors, attendez, laissez-moi finir ma question. On est dans la variabilité. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. C'est faux, ce que vous dites là, c'est faux. Mais je vous laisse parler. Attendez. Quand je regarde la composition des listes, on n'est plus sur des positionnements qui sont des positionnements idéologiques, voire même philosophiques. C'est faux. Non, mais attendez. C'est faux, ce que vous dites là, mais c'est faux. Mais attendez, vous aurez le temps de répondre. Merci. Vous aurez le temps de répondre. On a du mal à saisir ce qui fait la différence aujourd'hui entre un conservateur, un néoconservateur, un libéral, un extrême gauchiste, un indépendantiste, un autonomiste. Parce que, j'essaie d'étayer mon propos, quand je regarde la composition des listes, sur toutes les listes de la Martinique, il y a des gens qui se situent à l'extrême gauche. Sur toutes les listes de la Martinique, aujourd'hui les 14, il y a des gens qui se situaient ou qui se situent à droite de l'échiquier politique. Ce sont des conservateurs montains, on est d'accord. Il y a des autonomistes qui ont même sauté des barrières, et il y a même des anciens indépendantistes qui sont à peu près partout. On est d'accord sur tout ça. Où vous situez-vous? Alors, je réponds et je vous contredis. On est d'accord sur le fait qu'il y ait des sauteurs de cordes. Ah, mais il y en a un paquet, là. Il y en a un paquet. Ouais. Et ce qu'on m'a reproché, alors que je ne l'ai jamais fait, c'est Yoka fait. Mais souvent, ça a été palaya, parce qu'on ne comprend pas. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Les mandiments pas indépendantistes, je ne suis pas sur une liste indépendantiste. On est d'accord. L'autonomie n'est pas loin du fédéralisme, puisque le fédéralisme, c'est une autonomie, mais qui superpose l'État central à l'État fédéré, qui est autonome. Donc, je suis plus près d'un autonomiste, et si je n'ai pas la taille idoine pour que mes idées dépassent 5, 10, 15%, ça serait la logique que j'aille avec eux, puisqu'ils ont mis une barrière par rapport à l'indépendance. On est d'accord? Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus clair que ça. Et donc, par conséquent, je suis sur l'échiquier centriste libéral, je vous ai dit au départ, centre-gauche. Ouais. La vie du 73 a fait qu'on m'a placé au centre-droit. Ça n'a pas posé moins de problème, et que le mouvement national avec lequel nous avons fait un deal
Imaginez les bails, il y a un grand carré maintenant. Avant, c'était marqué Union des démocrates et des indépendants. Maintenant, dans le grand carré, c'est marqué le centre droit. Donc, le mouvement auquel j'ai adhéré au départ, qui m'a donné sa présidence, a transformé son UDI sur le logo Union des démocrates et des indépendants en centre droit. Ouais. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. On est d'accord, ça ne me gêne pas. Le centre droit oui. n'est pas particulièrement favorable au fédéralisme. Le centre droit, vous vous trompez, je vais vous donner des brochures de l'UDI, je vous donnerai des brochures pour que vous documentiez. Je n'ai jamais vu le mot. Vous avez des livres, oui. Je vais vous donner une brochure tout à l'heure et puis vous ferez un rectificatif devant tout le monde. Monsieur Petit avait raison. Donc je vais vous donner des livres. Oui. Ils sont pour ce qu'il appelle des régions fédérées, c'est-à-dire, vous savez, la sémantique, un mot, ne mange pas qu'est-ce qu'il y a dans l'autonomie de Césaire, qu'est-ce qu'il y a dans l'autonomie, tout le monde autonome. Et j'ai entendu, je ne sais plus quel homme de droite dire, mais nous sommes déjà dans l'autonomie, etc. La décentralisation a permis d'avoir des pouvoirs locaux. Oui. Maintenant, il y a ceux qui vont, vous me revenez sur un excellent politicien, Miguel Laventure, et un mauvais homme politique, Philippe Petit. Donc, un politicien, c'est celui qui est capable de se faire élire dans toutes les circonstances en vendant sa marchandise. Ouais. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Je croyais que vous alliez dire en vendant son âme. Non, sa marchandise. Et un homme politique, c'est celui qui est debout dans ses baskets et qui, contre vents et marées, malgré les turpitudes, maintient un certain cap. Qu'est-ce que vous appelez turpitude? Le fait de ne pas être élu, par exemple? Non, l'turpitude, c'est-à-dire le fait effectivement que vous ayez des vents contre vous, parce que votre concept, on ne va pas le comprendre. Une opinion des électeurs ouais. qui est tranchée, et vous êtes resté fidèle à cette opinion tranchée, ouais. qu'on vous dit qu'elle n'est pas tranchée parce qu'on ne vous comprend pas. Et il n'y a pas plus lisible que moi, puisque je n'ai connu qu'un parti politique. Un seul parti politique, c'est le mien, que j'ai fondé, MLM. On l'a rebaptisé un MLP par rapport, comme on peut, comme dans la vie. Comme dans la vie, vous pouvez trouver d'autres surnoms à quelqu'un. On l'a rebaptisé, mais on est resté sur la même ligne. Cette ligne, je n'aurais pas dû l'incarner. On incarne une ligne centriste. Avant que Macron, qui est un autre centre encore, on va expliquer ouais. ça, n'émerge, comme dans la tête des gens, il y avait que la droite et la gauche, on montait forcément en OPNI. Je dis jour, c'est moins qui nie. Rappelons politique, pour ceux qui viennent d'arriver, objet politique non identifié. Aujourd'hui qu'on a gagné, qu'on a montré que le centrisme existe, on me redit que je suis un OPNI. Donc ce n'est pas la peine de chercher à comprendre. M'en tranquille. Et je suis honoré d'être invité et d'essayer, dans cette modeste Martinique, de pouvoir faire valoir des thèses libérales humanistes qui sont pour moi le fondement. Et pourquoi on a fondé le MLM? C'est parce qu'en 1992, le mur de Berlin est tombé parce que les habitants de Berlin-Est et de Berlin-Ouest voulaient se rejoindre, parce que l'Est avait une privation d'un gros mot, la liberté. Puisque ici, je ne peux pas dire que le mot liberté, c'est liberté. Ce n'est pas liberté de tout casser, au contraire. C'est liberté de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser et d'améliorer. Donc le mot libéral est l'ancêtre du mot progressiste. Alors, le mot progressiste, il faut nous faire cours politique. Le mot progressiste dérive du mot libéral. Alors, bon, on a consacré 30 minutes environ à cause de vous. Non. Mais c'est bien. C'est très bien. C'était le prérequis pour que les gens comprennent où vous vous situez. C'est très bien. Et faire la différence. Alors, maintenant, venons-en à la campagne. Venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce qui distingue le programme que vous avez écrit des autres 13 autres listes, de ceux des 13 autres listes, et qui permettrait à ceux qui nous écoutent de choisir, de voter pour vous? Alors, vous savez, les programmes, d'abord, il y a une chose qui est claire, il y a des gens sincères ou pas. Donc je pense que c'est là qu'on voit, parce que vous pouvez dire, comme on dit, parole en bouche pas charge, et encore plus quand vous écrivez, puisqu'on reproche aux politiques de ne pas appliquer leurs promesses, qu'ils auraient dit des promesses, des choses. Il y a déjà la sincérité des personnes engagées. Donc je pense que parmi les personnes engagées, je ne suis pas le moins sincère. Ils le voient dans mon engagement. Mais comme vous n'avez pas pu encore appliquer vos idées, ils ont peut-être du mal à vous faire confiance. Non, mais ça peut se... Mais je comprends, monsieur Marajou, je comprends tout. Oui. Je n'ai pas de problème là-dessus, vous savez. Mais je vous ai dit que je suis sincère.
D'accord. Déjà, je ne sais pas si toutes les listes ont à leur tête ou dans leur composition des gens sincères. La deuxième chose, c'est que nous représentons sociologiquement une partie de la Martinique qui souffre, c'est-à-dire des agriculteurs, des marins-pêcheurs, des petits commerçants, des petits artisans, des petits employés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour différentes raisons, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. Mais nous représentons une couche sociologique de gens modestes, mais qui ont quand même, je parle sur ma liste, sur les 64, mais qui ont quand même pour beaucoup l'envie de faire eux-mêmes, c'est-à-dire d'être des libéraux, des professions libérales, j'en ai beaucoup, marin-pêcheur c'est une profession libérale à son compte, agriculteur à son compte, que ce soit dans la banane, petit exploitant de banane, ou bien ma tête de section, j'y pense, de Mme Roudap, qui est tête de section architecte d'intérieur, à son compte, M. Londi, tête de section du Centre-Atlantique marin-pêcheur, à son compte, et puis des personnes qui sont des employés, soit du public, soit du privé, mais qui sont dans des conditions relativement difficiles. C'est-à-dire que nous sommes en phase avec la société qui travaille et qui croit que la valeur travail existe et qui sans sombrer sous le joug du travail ou sous le joug de l'idéologie ultra-libérale, parce qu'il n'y a que ça que dans la vie, ils savent s'amuser aussi, mais ils savent qu'il y a une valeur au travail pour obtenir son mieux parce qu'il y a souffert. C'est cela que je représente. Je vous ai posé la question. Ça, c'est la deuxième chose. Mais attendez, je vous ai posé la question sur votre programme et ce qui le distingue des autres. Je vous ai parlé pour le moment. Pour l'instant, ne me parlez pas du programme là. Non. Bon. Je vous ai parlé sociologiquement. Petite réflexion. Sociologiquement. Oui, petite réflexion. Sur toutes les listes, il y a des gens d'origine modeste, il y a des professions libérales. Donc on ne peut pas dire que c'est votre spécificité. Vous avez des listes où vous avez à la tête, par exemple, Nilor, je ne sais pas s'il a travaillé, c'est-à-dire qu'il est fonctionnaire de l'Assemblée nationale. Marie-Jeanne est un professeur de mathématiques. Il y en a d'autres. Vous n'allez pas tous les passer en revue. Non, mais vous m'avez posé une question. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup... programme. Attendez, vous venez de rebondir en me disant que les listes se ressemblent. Je vous dis qu'il y a certaines... Mais vous venez de me dire que les autres aussi ont des... Oui. Alors, je vous dis qu'il y en a qui sont menés par des personnes qui sont soit des professionnels de la politique, soit souvent des gens qui ont eu la chance d'être dans la fonction publique et qui sont des gens méritants et qui ne représentent pas tout à fait la même sociologie que la mienne parce qu'il y a une majorité de personnes du public, par exemple, alors que moi, il y a une majorité de personnes du privé, modestes personnes. Donc ça, je crois que j'ai répondu. En ce qui concerne le projet, quand je dis que je chiffre. C'est-à-dire qu'il y a un chiffrage clair qui fait que si on a payé un cabinet avec lequel nous avons travaillé pour faire un projet, d'accord, un cabinet qui s'appelle PW Conseil en stratégie, agréé, il y a des chiffres. Et dans ces chiffres, nous avons certaines choses où nous faisons du public-privé, il y a beaucoup qui n'en parlent pas, ou bien nous faisons du public. Sur la partie publique, nous avons chiffré notre transport collectif, comme tout le monde, à part que nous avons dit qu'on essaierait de le mettre vers le François aussi pour faire une deuxième couronne après la première couronne du Lamentin, puisque c'est 2/3, 3/4 des habitants qui y sont, entre Robert, François jusqu'à Rivière-Salée, et que ça représente 2/3 des emplois. Donc il faut absolument que ça soit désenclavé pour l'attractivité du territoire. Un jeune, et là je me distingue des programmes de l'Etchimi ou autre, c'est pas parce qu'on a 15 000 euros, ça il a fait 15 000 euros. Quand il rentre à la Martinique en sortant de Paris. En 3 mois, c'est déjà fini, puisque le temps qu'il se paie sa voiture, qu'il prend 4 heures d'embouteillage avec son frais d'entretien qu'il doit de réparation de voiture, d'essence, etc., mais c'est 15 000 euros, c'est peanuts, c'est rien du tout. Et est-ce qu'on a les moyens de lui donner 150 000 euros pour qu'il démarre une activité à son compte? Non, on n'a peut-être pas les moyens de lui donner, encore que dans le plan de relance, on pourra en parler. Alors je préfère mettre les 150 000 euros, 10 fois 1,5 million sur du logement attractif dans les centres-bourgs. Et moi, je dis que je fais de la préemption sur l'habitat en abandon manifeste, qu'on se débrouille sur les terrains indivis dans les bourgs pour monter des immeubles de R+4 pour que les jeunes puissent arriver, R2, c'est-à-dire, laissez-moi terminer, celui qui est dans un studio à Paris ou à Bordeaux, à 20 mètres carrés, arrive à... Oui, je vais vous donner du temps pour rentrer dans le programme. D'accord. Et vous pourrez présenter de manière, je dirais, individualisée le contenu. Ma question est la suivante. Si quelqu'un vous dit, Philippe, en quoi ton programme se distingue des autres, qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dirais, l'homme que tu as en face de toi s'est battu toute sa vie pour construire. Il a construit des immeubles,
il a construit un petit centre commercial, il a construit un bateau en défiscalisation par un chantier qui s'appelait Multicap Caraïbes à l'époque, qui était par M. Hernandez, un métro, mon père disait pour ça, il fait partie, alors qu'il embauchait des Martiniquais et qu'il faisait des bateaux. Mon bateau a traversé pendant 20 ans, c'est lui qui a créé la ligne du Bourg des Trois-Îlets, Joséphine, que c'était trop au chat qu'on a rebattu, je ne dis d'ailleurs pas, c'était l'impératrice ou Joséphine, un 50 places catamaran fait dans 2 chantiers martiniquais. Il a couru après Bougla. Je ne sais plus qui était au pouvoir à ce moment-là, alors qu'il fallait des subventions. Il y avait des jeunes, et c'était sur du bois, lamellé, collé, qu'ils faisaient ces bateaux Multicap Caraïbes. Le chantier était au bassin de Radoub, j'allais voir mon bateau pendant qu'il se faisait en défiscalisation. Donc Philippe Petit, c'est un acteur du développement. C'est un entrepreneur, petit entrepreneur, mais qui solide des essais qu'il a fait. Donc ce qui le distingue, c'est déjà la capacité de faire et de tenir ses engagements, parce que Zambougou net a dans ce qu'il a fait. Je veux dire, ce n'est pas l'honnêteté financière. Oui. Je parle de l'honnêteté intellectuelle de tenir ses promesses. Vous parlez de vous, là. Moi, je vous parle de votre programme. Alors, notre programme, ça veut dire que... Mais notre programme, ça veut dire que quand je parle du DCSP, ça veut dire qu'on le fera. Ça veut dire que quand je parle de l'usine à Sargas, alors, voilà un truc qui me distingue des autres. Attendez. Mais vous m'en parlez du programme. Non, on va rentrer dans le détail. Mais non. Globalement, qu'est-ce qui distingue votre programme des autres? Vous venez de dire un mot qui est intéressant. Vous venez de dire... Globalement, on prend l'engagement, c'est ça. Oui. On le fera. Ce qu'on dit, on le fera. Oui. Je vous ai écouté chez nos autres confrères. Ça revient de manière systématique. La question que j'ai envie de vous poser, parce que d'une manière ou d'une autre, vous répondez à la question. Nous, on fera ce qu'on dit. La problématique, c'est comment on peut vous faire confiance, Philippe Petit? Mais, M. Marajou, je n'ai pas de problème là-dessus. Pour la confiance, c'est exactement comme quand une dame se marie avec vous, elle vous fait confiance. Dans la vie, il y a une part de risque. Alors, m'en pas tué, m'en pas volé, m'en pas fait bêtises en la vie, moi. En tout cas, des bêtises que j'ai pu faire, je les ai assumées. Et pas de très grosses bêtises, j'ai assumé tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, a priori, les personnes qui voient mon parcours, j'ai un monsieur qui est sur ma liste. Je vais vous dire. Hier, je suis monté le voir du côté près de chez lui à Redoute. Il est arrivé au dernier moment. Et le type, sociologiquement, quand je dis le type, s'il m'écoute, il verra, je lui dis, quand il m'appelle, c'est par Facebook que je l'ai, un gars de Fort-de-France, un gars dit, mais monsieur, tel, sociologiquement, je me suis dit qu'au cas dit comme ça, tu ressembles plutôt à des gars qui sont un petit peu durs, etc., plutôt marijanistes. Nous dit 2 cas de figure, soit à l'extrême droite, soit au marijaniste. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, faire l'exégèse pour dire que c'est la même chose. Je n'ai pas dit ça. Soit au marijaniste, soit à l'extrême droite. On a eu peur. Soit au marijaniste, soit à l'extrême droite. Ou soit ça m'est arrivé d'avoir dans mon groupe des personnes du renseignement intérieur de la République française qui viennent espionner ce qui se passe pour voir comment le président en place X va s'en sortir. C'est pas un peu paranoïaque, ça? Alors, je peux vous dire que ce n'est pas paranoïaque, puisque j'ai eu des preuves de ce que j'avance, c'est-à-dire que j'avais deviné les personnes qui venaient. Donc, en fait, les RG ont pu être dans vos rangs. Ils ont pu venir en observateur, comme dans l'observateur, dans tous les projets. Mais alors, comment il n'y a pas ces fonctionnaires-là? Il n'y a pas payé pour faire rien, M. Marajou. Vous faites votre travail. Non, mais attendez, rassurez-moi, ils n'étaient pas candidats. Mais non, ils n'étaient pas candidats. Je vous parle de celui-là, personnes qui sont venues. Celui-là, vous l'avez soupçonné à un moment? Je lui dis, il m'a dit, vous êtes certain que vous pas dans Raïda? Et donc, il a ri, et puis finalement, j'ai dû avoir un rendez-vous supplémentaire avec lui. Je l'ai mis sur la liste pour bien voir avec un de mes vieux caciques, si je ne me suis pas trompé, sur sa fiabilité et son militantisme, puisqu'il ne ressemblait pas sociologiquement, par son comportement ou autre, à nos militants. Donc, je veux dire par là que ce type-là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Monsieur Petit, où ça Pouchi Magravini? Où ça en bouc sérieux? C'est tout simplement parce que vous êtes sérieux, Monsieur Petit, vous êtes honnête et vous êtes sérieux. Et il m'a dit, puisqu'il habite dans le secteur de Fort-de-France, que justement, il a vérifié ça auprès de certaines personnes de Redoute, parce que j'étais président d'un club de football de 2015 à 2018, l'UJ Redoute, c'est relativement récent, et que les amis de Redoute ont dit oui, M. Sambouki a fait ça et a dit Sambouk sérieux. Donc il m'a sorti ça il y a 2 jours sur le trottoir du côté donc de... Ça montre... Ça vous rassure? Ça me rassure d'une part, parce qu'il n'est peut-être pas DRG, mais c'est surtout ce qui me rassure, c'est qu'il a vu en moi une personne qui est dans la sociologie du peuple, et un éducateur, un gars très bien, que je vais trouver d'ailleurs un très, très, très bon niveau de culture, il a vu en moi quelqu'un de sérieux. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, si lui a vu en moi quelqu'un de sérieux d'un certain âge,
On va penser que ni Titac ou en Martinique qui savent comment c'est un bouc sérieux. Alors, donc, à travers ça, ils vont regarder maintenant le sérieux de notre équipe. Et si on peut parler de notre projet et de notre équipe, à ce moment-là, vous allez peut-être me faire avoir quelques points. Ben, vous êtes là pour ça. Mais allons-y. Allons rentrer dans le détail du projet. Qu'est-ce qui a, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous a poussé à aller encore plus loin dans vos propositions? Parce que je me suis laissé dire que vous aviez des propositions qui étaient quand même un peu radicales. C'est-à-dire, alors non mais dites-moi, quand vous vous êtes laissé dire, je ne sais pas, comme vous vous êtes laissé dire, ou vous je êtes vous sur écoute. quelle chaîne, vous m'écoutez, quelle proposition radicale? Le drapeau? Non. Prenons un exemple Oui. qui, a priori, n'est pas radical, mais vous dites, moi, les sargasses, je m'en débarrasse, je les traite, et ce qui va se passer, ça va être une vraie révolution. C'est ça. Évidemment, le mot radical, il tient à ça. Je l'ai dit, d'accord. J'étais déjà candidat en 2015. Et j'ai parlé en 2015 de l'hôturie, les sargasses arrivaient. J'ai dit que c'est un phénomène pérenne, ce n'est pas un phénomène qui va arriver tout d'un coup saisonnier, comme une grippe saisonnière et puis à japper. Et puis peut-être qu'après, on va vacciner contre les sargasses, ce n'est pas vrai. La Terre étant avec le réchauffement climatique, je ne sais pas si ça vient de l'Orénoque, des fleuves d'Amérique du Sud, peu importe. Les dernières études disent que ça n'avait rien à voir avec les fleuves. Alors, donc, ce phénomène est arrivé et j'ai traduit en 2015 que c'était un phénomène pérenne et que par conséquent, avec l'hydrogène sulfureux qu'il dégageait, c'était embêtant. Donc, par conséquent, qu'il fallait le traiter. Là-dessus, il se trouve que, comme tout le monde, de temps en temps, je tombe sur des articles, je m'aperçois que les Japonais mangent ce qu'on appelle des concombres de mer, les holoturies. Ouais. Donc, ce qu'on appelle ici les pipis de mer. Il se trouve que dans les Caraïbes, j'ai plus lu à l'époque, j'ai vu qu'il y a des usines qui font de l'emballage, c'est-à-dire de l'extraction, de l'élevage et ensuite du découpage de l'extraction dans des usines pour faire... J'ai dit, tiens, dans ma tête, mais les Japonais nous peuvent faire un partenariat culturel en plus, puisque c'est eux, on voit tous sur tous les réseaux sociaux, qui chantaient Amélia Totoblo avec les Malavois, qui avait fait un grand succès. Donc, l'ensemble de... salsa. L'ensemble, je sais que vous êtes un mélomane, l'ensemble de ces idées fait tilt dans mon cerveau en me disant, mais nous aurons non seulement des touristes japonais qui viendront un jour pour Amélia Totoblo, mais comment on va faire pour attirer le touriste japonais? On va lui faire manger nos holoturies locales, pas plus que ça. Et quand je me penche sur le dossier des holoturies, on élève les holoturies avec de la poudre de sargasse. Moi, pas inventé rien, je lis mon Internet. Alors, on m'a dit, eh bien, nous, quand il fait mis en manière, on va faire de la poudre de sargasse. On va enlever les sargasses de la mer pour les mettre dans l'usine pour faire de la poudre de sargasse et on va élever des holoturies. J'ai dit ça en 2015, nous sommes en 2021, c'est-à-dire qu'on découvre aujourd'hui que la manière radicale que vous me dites de fonctionner, m'a dit, en 2015. Maintenant, vous découvrez aujourd'hui, c'est comme la personne qui va découvrir qu'un jour, manger dans la tombe. Mais c'était le meilleur, comme souvent. On n'a pas mis à la tête, c'est dommage, c'était le meilleur, on ne l'a pas essayé, je serais déjà dans la tombe. Vous savez, c'est le poème de Victor. Vous prédisez un avenir plutôt funeste, là. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. N'attendez à demain, quand je serai fantôme par les ombres myrteux. Alors, donc... C'est un message pour vos électeurs, ça. Mettez-moi avant par moi passer en tombant, parce que c'est les autres pagailles. C'est clair. C'est clair. Quand vous ne serez plus là, quand je ne serai plus là, le programme... L'usine de Sargasses ne pourra pas être montée. En tout cas, pas par vous. En tout cas, pour le moment. Donc, avant, c'était une usine à sargasme. Maintenant, on peut faire une usine à sargasse. Parce que les gens ont compris que le projet dont j'ai parlé en 2015 peut être là, puisqu'il y aurait que les sargasses qui viennent à chaque fois. Donc, mais pour dire ça, il faut derrière avoir dans le cabinet, savoir que ça se fait, qu'il y a le cabinet qui a fait le truc, qu'il y a des partenariats publics-privés pour ça, et puis il faut avoir du monde pour faire ça. Je dis aux prêcheurs, si effectivement vous pourriez peut-être vous occuper de ça. On a fait à un moment donné, c'était Miguel d'ailleurs qui avait dû faire ça il y a des années. Au Robert. La pisciculture. On peut essayer, voilà, pour des poissons, eh bien on va faire ça pour les trucs. Et Léo dit ça. C'est pas grand-chose dans mon plan que je dépense pour faire ça. L'idée est excellente. Et si l'idée marche, c'est qu'elle nous amène les touristes japonais et qu'elle nous donne, avec nos ingénieurs agronomes ici, en plus de la transformation de sargasses. Parce qu'au même moment, les dépollutions de terre par la chlordécone, on s'aperçoit que par la pyrolyse, c'est-à-dire qu'on brûle un certain nombre de déchets, le chlordécone s'agrémente à ces déchets.
j'ai vu, c'est pas vrai, non, que sur les algues, avec les sargasses, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire du traitement du chlordécone du sol. Nous avons des jeunes ingénieurs martiniquais, donc c'est à nous de leur donner de la recherche. Et comme je suis dans le 73, vous croyez que je n'irai pas taper à l'université en France? Moi, ni problème pour m'en taper en France, pour m'en demander un financement pour mon étude universitaire. Vous croyez que je n'irai pas, que j'ai mon papier personne, M. Marajou? Je vais peut-être choisir de ce moment pour vous demander quels sont les autres projets que vous avez qui... Alors, j'ai employé le mot radical. J'ai employé le mot radical tout à l'heure. Mais on a l'habitude, avec vous, vous arrivez toujours avec des projets que les gens jugent bizarroïdes au départ et qui provoquent l'intérêt ensuite. Alors quels sont les projets non identifiés que vous avez? Écoutez bien. En 2010, j'ai dit ça parce que j'étais avec un gars du bâtiment, M. Jean-Yves Bonner, de la CERC, la cellule qui adapte les paroles parasismiques. Je lui ai dit qu'en 2010, sur la liste d'André Le Sieur, ce n'est pas d'autres qui choisissent, c'est moi qui menais pour parler avec les gens du BTP. À l'époque de 2010, donc c'était Christian Louis-Joseph qui m'a regardé. Les petits ont toujours des choses originales à dire. Hein. Je lui ai dit, Monsieur Louis-Joseph, en 2010, nous sommes en 2021, ça fait 11 ans, j'étais sur la liste de Le Sieur. Je dis, Monsieur Louis-Joseph, on a une pénurie de bâtiments ici, mais nous n'avons pas ni stade de football construit pour les communes qui sont en difficulté. Une piste pour relancer à la fois le bâtiment et la construction de stades aux normes, sans aller de grands stades, ça serait de faire du football semi-professionnel. Je l'ai dit en 2010. Je le redis en 2021. Maintenant, on écoute ce que j'ai dit en 2010 avec Le Sieur. Qu'est-ce que le football semi-professionnel? Je suis le seul à le dire, ça c'est très clair. Je suis le seul à le dire. J'ai été président de club pendant 20 ans. Varane, qui est actuellement en équipe de France, Coman, qui est en équipe de France, Marcus Thuram, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qui est de Guadeloupéen, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous nés en France. Il se trouve que Nicolas Anelka est le cousin germain de ma femme, qui a fait la fête parce que malheureusement je n'ai pas l'argent de Nicolas Anelka dans mon ménage. Mais vous allez peut-être le ramener. Peut-être s'il y a un championnat de football semi-professionnel. Si je suis élu. Je crois qu'il cherche un club. Il était à hier, je sais. Alors hier, c'est pas demain. Ils l'ont viré. Hier, il est parti. Il est parti. Ça comme ça. Hier, c'est pas pour expliquer aux gens, c'est pas aujourd'hui ou demain. C'est une commune H-Y-E-R-S-E-S. Alors, mais les gens savent, vous inquiétez pas. Bon, alors, quand je dis que ceux qui sont nés sur le territoire là-bas ne peuvent pas investir ici, alors qu'ils ont plein de fric. J'ai monté un immeuble à Ducos à l'époque. J'ai eu le papa de Gaël Clichy, arrière gauche, qui a été international à un moment de Manchester City, il y a un moment déjà. J'ai vu Gaël Clichy à la Martinique. Quand le gars est venu, je voulais monter un piano-bar à l'intérieur des immeubles que j'avais conçus pour justement donner une animation. Finalement, on a monté pendant un petit peu de temps, puis on a arrêté ça. Je lui ai dit, ça ne t'intéresserait pas d'investir, acheter l'immeuble, ton pâté est revenu en Martinique. Monsieur dit, mais non, j'ai mon agent là-bas et mon agent investi à Londres. Bougla pas ni en fibre locale, il est né à Paris. Bougla ne peut pas comprendre ça, Mancadi, là. Il ne comprend pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est des gens qui comprennent qu'ils aiment leur pays et qu'il faut qu'ils reviennent investir. Par conséquent, c'est exactement comme la première année de médecine qu'on fait ici pour que vous puissiez éventuellement revenir. Vous n'avez aucune obligation. Mais vous pouvez faire la première année de médecine. Vous savez qu'il y a eu très longtemps qu'on ne faisait pas la première année de médecine ici, avant de faire deuxième, troisième année en Guadeloupe. De la même façon, je donne toujours le même exemple dans mes discours, que les tortues reviennent pondre à l'endroit où elles ont pondu. J'ai été là, j'ai eu la confirmation par les marins-pêcheurs. Je dis que si on démarre un cycle de semi-professionnalisme des jeunes ici, c'est-à-dire qu'on a des adultes qui sont semi-professionnels de 16 à 34 ans, mais que la filière fait que les jeunes sont mieux formés, comme on a fait un semi-professionnalisme où on est en partenariat avec la Ligue 1 et la Ligue 2 en France sur les droits télévisés de Canal+, mais au lieu d'avoir 700 millions de droits télévisés, nous ramener en 10 000 et 700 millions, on va se démerder avec 4 millions d'euros. Par exemple, j'avais chiffré ça, on va se démerder, c'est pas la mer à boire. Quand je dis au président Perrault, qui est adorable, président Rapon aussi, à l'époque, mais Rapon était au mime. Je ne vais pas dire où est Perrault, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le liste exactement où il est, c'est nous pas ni problème, et puis ça. Je n'ai pas de problème avec les gens de la Ligue que j'adore, ce sont des gros travailleurs. Bravo la yoye. Bref, quand j'avais dit à président Rapon, Rapon mime, Rapon ne peut pas coûter ça, m'a dit, le président Perrault veut qu'on aille à la FIFA. Monsieur Le Gret, pour être international et avoir un statut comme la Polynésie, c'est-à-dire qu'on puisse jouer. Donc, il faut un statut comme ça. Le ministère, j'ai discuté avec Perrault, avec mon président Perrault, le ministère et Noël Le Gret se renvoient la balle, et finalement, c'est toujours Noël Le Gret, réélu à 78 ans.
Et qui fait que c'est lui qui fait la pluie le beau temps. On me dit que M. Noël Le Graët habite ici à la Martinique, il a une villa aux Trois-Îlets où je ne suis jamais allé, mais pendant que j'étais président, j'avais demandé un jour, menez-moi boire en feu, et puis président Le Graët, on va lui exposer le projet. Je n'ai pas eu l'occasion. Il y a eu le confinement, etc. C'était avant aussi. On m'a dit qu'on m'ouvrait les portes de la fédération si je voulais y aller, très gentiment, pour aller discuter, mais discuter au nom de moi-même, Philippe Petit. Il ne m'a pas qu'à discuter ni au nom de la fédération de Martinique, de la Ligue de football de Martinique, ni au nom de la CTM en tant que politique. Donc, moi, il fait qui ça pour aller là-bas. Donc, je dis, c'est pas la peine. Si vous m'accompagnez, mais comme ce n'était pas dans les projets, qu'on m'a trop avant-gardiste, Bayou, en leur disant simplement, si nous avons 400 jeunes que nous tirons de la rue de 16 à 34 ans, de 16 à 34 ans, ça fait 18 ans. D'accord ? Ils auront cotisé pour leur retraite pendant 18 ans. On leur fait, par exemple, un SMIC, et comme si semi-professionnels, ils ont leur travail à côté. Comme dans des clubs semi-professionnels, ça veut dire par là qu'ils vont toucher 3 fois le SMIC dans leur travail, 2 fois le SMIC, plus le SMIC du football. Et puis, on plafonne les salaires, on fait ça entre 15, 14, 20 clubs. Et puis après, on fera ça avec la Guadeloupe, qui est déjà plus en avance, parce que vous avez déjà des statuts fédéraux de joueurs qui permettent de faire un genre de semi-professionnalisme. Lorsque je dis ça, je vais en Europe pour traduire un projet économique, et les communes que je vois peuvent donc avoir des fonds européens pour refaire le stade qu'ils n'arrivent pas à refaire. Quand vous dites ça, il y a un qui s'est dit foot semi-professionnel. Donc, quand je dis ça, je suis avant-gardiste ou bien je suis à côté de la plaque. Moi, je pense que je suis avant-gardiste. Si je suis à la CDM, c'est moi, quand même, M. Pérou et puis moi, tout le truc, en Noué et puis président Le Graët, parce que je ne veux pas qu'ils prennent mes joueurs Varano qui sont en France. Ils ont une souche martiniquaise, mais moi, je veux que la souche martiniquaise sorte de Martinique et non pas ils soient nés sur le sol métropolitain. Ce qui veut dire que mes gens, en dehors du fait qu'on aura aidé à vivre certaines personnes, on aura monté le niveau du football, on aura en plus des gens qui vont venir réinvestir à la Martinique. J'ai-t-on à moi ou à moi? Je suis pas là pour juger de vos idées. Moi, ce que je vois, c'est qu'elles sont originales par rapport à l'offre politique actuelle. Absolument. Est-ce que vous en avez d'autres? Profitez-en. On est là pour présenter vos idées aux gens qui nous regardent, nous écoutent. Alors, je veux que dans les bourgs, on fasse la reconquête des bourgs et l'attractivité des bourgs. Ça veut dire que toutes les dents creuses, alors il y a soit l'établissement public foncier, soit il y a d'autres organismes, budgétaires uniques ou pas, on va frapper dans le ministère du Logement. Je souhaite qu'on fasse la reconquête des bourgs périphériques. On ne va pas toucher aux maisons du Saint-Esprit, ni aux maisons du Carbet, par exemple, qui font partie du patrimoine, qui sont des maisons basses type colonial. Mais il y a largement des sous à aller récupérer pour faire des R+4 dans tous les bourgs, c'est-à-dire ascenseurs. Et là-dedans, je fais une mixité générationnelle. Donc, il y a des personnes âgées autonomes, je ne parle pas d'EHPAD, autonomes et des jeunes. Et il y aura une éducation, puisqu'ils seront sur le même palier, il y aura forcément, ou en tout cas sur le même, dans l'étage, dans le même immeuble, peut-être pas sur le même palier, il y aura forcément une éducation, petit goûter grand, grand goûter petit. Et là-dessus, culturellement, il faut reconquérir les bourgs, c'est-à-dire que je souhaite qu'il y ait, comme il y a le grand carbet du parc floral, il y ait des petits carbets sur une dizaine de communes, mais notamment qui font partie de cette couronne, Rivière-Salée, Ducos et Chelcher, des trucs qu'on met structurés pour que le soir, la personne a un cinéma d'art et d'essai, on financera. Il y a vous avez vu l'argent qui reste à la CDM, on financera pour aider à monter ce truc. Et ensuite, sur le budget de fonctionnement, on va bien voir comment ça se passe. À partir du moment où la commune, on lui donne en décentralisation l'organisation de cette chose, ou bien on peut faire des partenariats publics-privés. Il y a un jour où c'est destiné au cinéma, un jour où c'est destiné à l'open mic, un jour où c'est destiné aux personnes âgées. Donc, ils peuvent rester sur place et on fait la reconquête des bourgs. Donc, du coup, à terme, on n'aura plus de mutage et tous les problèmes qu'on a vus sur la route de Sainte-Marie, où on a délivré des permis sur, vous avez vu, les maisons, les terrains qui foutent le camp. Donc on va essayer de mettre de l'agriculture, d'autres choses, vanille, des filières comme ça, artisanales, qui permettront d'être vendues dans les marchés, c'est-à-dire que nous aurons d'autres petites choses qu'on ajoute dans le pacte du tourisme. Donc c'est un ensemble de choses. Donc entre la grosse usine de Sargasses et le petit artisanat, parce que j'ai fait la reconquête des terres agricoles et qu'on les a sacralisées, eh bien, ce sont des idées parce qu'on a pu faire un TCSP, parce qu'on a pu faire des logements en centre-bourg. L'université senior, je crois que je suis le seul aussi à le dire. Mon en côté, c'est Chelcher et les jeunes. Bah, mon université pour les vieux qui se rencontrent. Les vieux, entre guillemets, les seniors. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas encore converties au numérique. Déséquilibre du territoire. Allons mettre ça entre Sainte-Marie et Basse-Pointe. Et comme ça, on refera faire venir
des hôtels qui sont morts, Primerève ou autres qu'il y avait eu à l'époque du côté de Sainte-Marie, mettons une université senior qui permette de faire du numérique. Mais ce sont des jeunes qui vont enseigner. Mais toute la Martinique passera dans cette université senior qu'on met du côté de Sainte-Marie. Alors, on ajoute quelques logements sur 1000 mètres, on a chiffré sur 3000 mètres carrés, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de logements pour les seniors qui, justement, dorment sur place et qui viennent dans la semaine et qui repartent chez eux le week-end, par exemple. On crée quelque chose, ce qu'on appelle la silver economy maintenant, qui fait que nous pourrons même être attractifs si la qualité du numérique qu'on y enseigne, et puis, tant qu'à faire, on fait notre université sur les sources d'énergie. On ajoute pour que nos personnes là-dessus, on ait des personnes âgées qui s'occupent de l'énergie, comme on peut avoir d'ailleurs dans la chaire universitaire de Schellcher. Mais j'aurais fait ce truc-là, et mes seniors aussi. Donc je crois que ce sont des idées suffisamment novatrices pour qu'on ait de quoi investir pendant 5-6 ans. Et puis après, d'autres prendront le relais. Très bien. Alors, si on doit parler de l'énergie, oui. On a la géothermie, dont tout le monde parle depuis des années, mais il y a beaucoup fait. À petit temps, à grand temps, comme il y a à Bouillant en Guadeloupe, pourquoi on ne fait pas notre géothermie depuis longtemps ? Il semblerait qu'il y ait 3 sites en Martinique qui ont été identifiés. Identifiés. Depuis le jour qu'on en parle, pourquoi on ne le fait pas ? J'ai lu que c'était 10 millions d'euros. Moi, je dis oui, je préfère jeter 10 millions d'euros sur la géothermie si on ne trouve pas que M. Marie-Jeanne qui a jeté, vous me demandez la différence entre lui et moi, il a jeté avec le conseil régional de l'époque et le conseil général de l'autre côté, ils avaient jeté 40 millions pour Air Martinique. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, mais en tout cas, ça a été perdu. 40 millions de francs. Mais... 40 millions de francs qui correspondaient à 6 millions d'euros à l'époque. Il revient maintenant... Mais dans quel projet ? Air Martinique. À Air Martinique. Oui, à l'époque. Il était président déjà de la commission transport. Donc, oui. M. Marie-Jeanne a traversé le siècle politique. Oui. Il arrive, il fait le corsaire maintenant. Enfin, sans jeu de mots, quand il fait le corsaire, il fait toujours le corsaire, c'est son style. Donc, vous avez compris. Pas la bière, hein, le corsaire. Donc, le corsaire du roi. Le corsaire du roi. M. Marie-Jeanne fait, dans corsaire, il investit notre argent dans une société qui est concurrente d'Air France. Alors que l'État français qui a sponsorisé Air France, écoutez-moi bien, M. Marajo, l'État français sponsorisé Air France dans le national pour faire baisser les coûts. Il y a déjà un concurrent, Air Antilles, d'accord ? Air Caraïbes. Air Caraïbes, excusez-moi. Ouais. Air Caraïbes, puisque Air Antilles Express. Ouais. Exact. Lapsus, Air Antilles Express est avec... Donc, on met le troisième concurrent, mais à la limite, on est le troisième concurrent, ça ne va pas plus faire baisser les prix, puisque peut-être qu'entre deux, alors on pense qu'il y aurait eu peut-être une entente concurrentielle, mais au lieu, alors qu'il a déjà été, il n'est pas vacciné, lui, hein, M. Marie-Jeanne, il a déjà jeté l'argent à l'époque à Air Martinique, il remet l'argent sur Corsair. Mais 3 millions d'euros, je préfère les mettre sur ma géothermie. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Maintenant, vous m'avez demandé la différence. Voilà, par exemple, une différence d'une philosophie. Ça, c'est pour se faire plaisir, pour montrer que j'investis à Corsair dans un système libéral, hein, un système concurrentiel. Alors que Air France, et soi-disant à gauche, bref, et alors que Air France donne déjà des subventions. C'est là qu'il faut jouer pour pouvoir baisser le prix dans le cadre de la continuité territoriale article 73. Alors, allons passer en revue des éléments de la problématique du vivre ensemble en Martinique. En particulier, ces problématiques que ressentent les gens au jour le jour, dans leur vie quotidienne, et qui relèvent ou pas de la CTM, mais qui interrogent les gens. Et on a bien envie de vous entendre sur les solutions à apporter, en tout cas les contributions à des solutions à apporter, ne serait-ce que par la CTM, en particulier sur les sujets suivants. Alors on va commencer par l'eau. Nous n'avons pas de problème de ressources d'eau en Martinique, semble-t-il. Il y a suffisamment d'eau, il y a même suffisamment d'eau produite. Il y a peut-être un problème de rendement, c'est-à-dire de fuite massive de l'eau, et puis un problème de multiplication des acteurs qui gèrent des usines, qui gèrent des réseaux, qui gèrent de la distribution. Il y en a pas moins plus d'une dizaine en tout cas. Vous en pensez quoi ? J'en pense que quand je serai président de l'exécutif, si jamais les électeurs me mettaient président de l'exécutif, je ferai forcément une réunion. On va pas créer une grande conférence de l'eau.
on mettrait les fermiers, ce que vous venez de dire, la multiplication d'acteurs, on mettrait les EPCI, les présidents de PCI, et puis on regarde ce qu'il y a. Nous avons, nous, dans notre projet, mis 47 millions. C'est un chiffre pour les tuyaux d'eau ou autre. Vous mettez 47 millions, comme on aurait pu mettre 80. Il y a largement de la place. 47 millions, c'est la vision minimaliste. Mais la vision minimaliste, car modernisation des réseaux d'eau potable, nous avons mis 47 millions. Mais le montant total estimé est à plus de 500 millions. Alors là-dessus, on a des fonds propres et puis des fonds fédérés et surtout la relance de l'État. Ouais. Mais je vous rassure tout de suite, quand vous irez sur notre site, vous verrez la réponse derrière. Environ 460 millions de fonds propres dépensés sur la mandature seulement. Sur 1 milliard d'euros du budget d'investissement sur 5 ans, on a considéré qu'on est resté sur les chiffres qu'il y avait 200 millions par an. Ça pourrait être 250 sur 5 ans. Alors mais ça, c'est les 200 millions pour tout faire, pas seulement je parle de 200 millions chaque année. Oui, non, mais d'investissement. Mais comme il y a le plan de relance de l'État derrière. Non, mais attendez, Philippe Petit, on est sur l'eau, là. J'ai dit, on a mis 47 millions, on aurait pu mettre 94, etc. Ce que ça veut dire, que vous faites des choix de dire qu'on va voir si effectivement les tuyaux d'eau. Moi, j'ai eu quelqu'un de l'espace sud dans une conférence, puisque nous étudions, nous essayons de réfléchir. Il nous a dit ces tuyaux, c'est pas là que c'est ce qu'il nous a dit. Ça a été dit, les tuyaux, nous n'avons pas de problème là-dessus. C'est un faux problème que nous avons les tuyaux. Ils ont tendu. C'est ce que j'ai entendu. Ils ont de temps de durée d'année, etc. Donc, il y a d'autres problèmes, probablement, que la facture d'eau. Il devrait peut-être avoir un office unique de l'eau, parce qu'il y aurait de l'eau à tel prix de l'autre côté. Je vais mettre tout ça sur la table. Est-ce que quand on met une citerne et qu'on va payer la citerne à la personne en plus, on va l'aider pour une prime à la citerne, est-ce que, parallèlement, on nous a expliqué que si on met des citernes, c'est une mauvaise chose, parce que le prix de l'eau, comme il y aura moins de consommation, c'est ça que je dis nous, va augmenter, puisqu'il y a des frais fixes importants, et comme il y aura moins de consommation, le prix de l'eau va augmenter pour rattraper l'équilibre du fermier. Ça, c'est des fermiers qui vous ont dit ça. C'est peut-être un envoyé du fermier, mais pour rattraper l'équilibre du prix du fermier, pour vivre les salariés, Donc la complexité de ce problème. Oui. La complexité de ce problème m'engage à beaucoup d'humilité. Donc je vais écouter ce que disent les choses, je vais trancher avec l'équipe qui va trancher. Et vous savez que les gens, aujourd'hui, vous connaissez l'épisode que nous sommes en train de vivre. Une sécheresse tardive mais sévère, avec des ruptures de distribution Monsieur Marajo, autrement plus sévères. Sur mon Facebook, tout à l'heure, on a dit, est-ce que les élus, ils ont toujours qu'à faire des propositions, etc. On a proposé 2 élus à la CTM en 40 ans. On a proposé le PPM, puis on a proposé le MIM. Et les succès d'année du MIM, c'est Nilor, c'est même là. Succès d'année du PPM, c'est Concon, c'est même là. Pour moi. Vous m'excusez que je puisse parler avec ma vérité. Je n'ai aucun problème avec madame. Alors, je vous ai dit que je n'ai pas de problème avec Serge Letchimy, d'accord? Pas de problème avec Alfred Marie-Jeanne, je n'ai pas de problème avec Catherine Concon. Sortie de cette émission, peut-être que vous en aurez. Oui, mais c'est pas bien. C'est pas un problème. On ne peut pas dire ça, c'est la pluie pour moi, puisque pas la pluie, nous n'avons pas d'eau. Alors, donc, dans cette affaire-là, je peux avoir, par contre, avec M. Nilor, dans son option rouge, vert, noir, si on y arrive, déguisé ou pas déguisé, une réflexion qui fait qu'on fait tellement de politique politicienne qu'on ne se préoccupe pas. Je garde ça pour la fin. Je garde ça pour la fin parce que vous m'avez dit qu'il y a des listes. Je garde ça pour la fin, j'ai noté la question. Vous m'avez dit qu'il y a des listes activistes ou pseudo-activistes. D'accord. Donc pour moi, je dis que l'eau... Je n'ai pas de solution miracle. Les personnes qui disent que nous, qu'à y fait, ils étaient au pouvoir, si on est dans le temps passe. Les personnes qui disent qu'on a des solutions miracles, ils étaient au pouvoir. Moi, je dis simplement aux électeurs, vous ne pouvez pas voter pour les personnes qui sont dans l'Assemblée, alternativement, puisqu'ils n'ont pas résolu votre problème d'eau. Le même problème se fait alors que vous venez de dire qu'il y a de la pluie, qu'il y a des problèmes de citerne. On peut tout faire. Donc, moi, ce que je dis simplement, c'est que vous ne risquez pas grand-chose à faire confiance à d'autres acteurs qui vont peut-être arriver à vous mettre de l'eau à votre grande surprise, parce que les autres, pendant 40 ans, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Attendez, alors, quand je dis je ne sais pas ce qu'ils ont fait... Vous êtes un peu sévère. Alors, admettons que je sois un petit peu sévère. Ils ont fait. Je suis d'accord. Vous avez des routes, vous avez de l'électricité. Non, ils ont fait. D'ailleurs, ça a été fait souvent par la droite à l'époque qui avait fait les de Maran et de tout ça, les vieux, Renard, de tout ça, Émile Maurice, d'une certaine époque. Et puis votre père. Et puis, on va en reparler tout à l'heure, dans la réunion du Mont Rouge. Je veux juste simplement... C'est moi qui fais le sommaire. Alors, Attendez. Allons s'arrêter sur l'eau. Prenons un deuxième élément. Les gens savent pertinemment qu'en Martinique, il y a un problème de déchets. On a eu une grève sévère du ramassage des déchets liés aux problématiques du SMTVD.
Ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que on ne met plus de déchets au Robert, au SMTVD, sur le site du SMTVD, et on bourre Céron, alors que Céron devait être fermé, et on essaie de bourrer l'usine d'incinération. C'est-à-dire que là, on a un vrai souci de traitement des déchets. Vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi? Je rappelle que ce n'est pas une compétence de la CTM, mais c'est une problématique majeure des Martiniquais. D'abord, moi, je vais sur le recyclage. Je ne comprends pas que ce soit le béquet qu'on haït, enfin, économiquement, qu'on jalouse par moment, pas tout le monde, hein, nous sommes loin de là, qui fait que c'est sur son parking à la Dillon ou autre qu'il y a des bouteilles de trucs. Moi, je voudrais, dans mon plan de relance, que la Martinique devienne propre. Donc déjà, peut-être que si on fait du recyclage sur le plastique, il y aura peut-être moins de déchets véritables parce qu'ils ne seront pas partout, on va les mettre n'importe où. Et donc, il faut acheter 50 minimum, je ne sais pas combien on a mis dans le projet, mais de boîtes qui donnent une caution, une consigne payante. Et dans tous les bourgs, ça ne doit pas être seulement sur les parkings des supermarchés. Et puis qu'après, comme le bébé tient sans malin, en plus consignant, il y aura un petit papier qui peut-être demain pour aller acheter chez lui encore. Je pense que là, il faut arriver. Multiplier absolument. Ces machines de recyclage. En fait. Je veux multiplier ces machines de recyclage qui permettront d'avoir des ingénieurs diplômés qui viendront justement protéger ces machines de recyclage et on va se perfectionner là-dedans. Et puis, comme ça, j'ai pas encore dit ce qui s'est passé pour les bouteilles plastiques de la SADREP, dont on a parlé, parce qu'il y a eu un scandale, là, j'ai empathé en Europe. Je n'ai pas m'empathé à la. Effectivement, la SIDREP, vous voulez évoquer le sujet? Non, mais je veux dire simplement qu'on a. Pour les gens qui nous écoutent, c'était une usine qui récupérait des bouteilles usagées, qui les transformait en billes pour faire de nouvelles bouteilles. Absolument. Voilà. Et puis, il se trouve qu'il n'y avait pas suffisamment de bouteilles, parce que justement, il n'y avait pas la solution que je viens de proposer de mettre de récolte de bouteilles avec de la consigne suffisamment. Mais, entre-temps, ils ont dit aussi que l'argent s'est envolé. Enfin, bon, il y a une affaire là-dedans. On n'est pas bon. Alors, donc, il y a donc des pistes déjà pour éviter qu'il y ait des déchets qui encombrent. Les carcasses de voitures. Les véhicules hors d'usage. Les véhicules hors d'usage. On me dit, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça pour être élu au-dessus, mais on me dit que c'est parce qu'il y a des consignes, il y a des, comment on appelle ça, quand on met votre voiture, fourrière. Les fourrières, comme il n'y a pas de place pour les fourrières, on ne peut pas les mettre en transition. Mais j'ai une solution très rapide. Allez-y. Mais j'ai une solution rapide. Je vais payer les bouglas qui a dénoncé quoi. Puisqu'il parlait, il y a tellement de formalités administratives à faire, comment on ne va pas lui donner d'argent pour sa carcasse de voiture, mais je vais dire bouglas, je vais 500 €. Il y a la prime à la casse pour les vieilles voitures. Mais man ka bailler en prime pour débarrasser. Vous financez mais absolument. Le dépôt, donc il l'amène, vous lui donnez de l'argent. Non, je ne l'amène pas, il l'amène pas, man ka payer un déménageur pour prendre. Il me dit simplement j'ai à tel endroit, essaie de me trouver la carte grise, mais on va arrêter avec ça, je te donne même 1 000 €. Il y a 4 000 voitures, on multiplie, ça rentre largement dans le budget. Ça, ce sont des trucs aberrants. Là aussi, on va dire, comme la loi française ne le permet pas, alors je ne suis pas capable de dire en boucle, je ne suis pas aller frapper au bord du ministère pour dire de faire ça par moi. Et pour dire que je donne 1 000 € vous donnez 1 000 € pour les vieilles voitures que vous ramenez, bien moi j'ai des carcasses de voitures sur mon territoire. Vous permettez? Mais si c'est 500 €, 1 000 €, vous croyez que les gens ne vont pas défiler rapidement quand je dépollue ma Martinique? Alors après, vous me parlez de... En fait, je simplifie, j'essaie de simplifier. Oui. Vous êtes dans une tendance de monétisation de la collecte des déchets, en fait. Absolument. Ouais. Mais absolument. Je suis très clair. C'est le seul truc qui permettra, en dehors de... Alors, on va à l'éducation des jeunes. Ouais. Mais quand je vois l'éducation des jeunes, je ne sais pas quelle éducation leurs jeunes. Il y aura GT, papier, il y aura machin. Vous avez déjà tapé sur l'éducation nationale en début d'émission. En début d'émission, je ne sais pas quelle... Alors pas forcément... Comme il ne reste pas beaucoup de temps... Ou les parents, ça veut dire que comme les jeunes, on va reprendre l'éducation, mais leur donner un sens civique et de propreté par rapport à la nature, puisqu'ils le disent au départ, eh bien, on va pouvoir le faire aussi à l'école. J'ai pas tapé sur l'éducation nationale. Oui, un peu beaucoup. J'ai pas tapé sur l'éducation nationale. J'ai expliqué que les personnes en tête, j'ai pas passé sur le professeur lambda qui est quelqu'un de formidable et probablement imprégné de son milieu. Et d'ailleurs, pour faire ce qu'il fait dans les conditions des élèves actuels, c'est un héros. Alors, donc je n'ai pas tiré sur pourquoi ils entendent. Ils ont entendu au début de l'émission. Ils vont regarder ici, regarde tout. Au contraire, c'est pour ça que je le dis. Manque admirer. D'accord. Bon. Alors, comme l'émission s'achève, allons sur ces fameuses listes d'activistes.
vous me disiez en début d'émission, de toute façon, il y a une demi-douzaine de listes qui sont des listes activistes. Il n'y a pas d'une demi-douzaine. C'est ce que vous avez dit. Alors, quand je vais auditionner, je n'ai pas d'une demi-douzaine. Oui. J'ai dit que il y a des listes. Il y a des listes et que je n'ai pas de langue de bois. Bah, je le dirai. Allons-y. Alors, quelles sont les listes? Très rapidement. Hein. On est compatible avec toutes les listes que j'appellerais démocratiques et républicaines. Ouais. Par contre, il y a des listes simplement qui font semblant, alors ça circule d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a un monsieur... Vous savez ce que moi je pense et qu'on pense des réseaux sociaux. Bon. Attends, il y a des choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'on a fait de l'idéologie. Et l'idéologie a conduit à casser les bouteilles de rhum de chez JM. L'idéologie a conduit à détruire une plantation de bananes. L'idéologie a conduit à détruire des statues parce qu'on n'a pas derrière. Et tout ça, c'est parce qu'on a pris par le mauvais bout le rouge, vert, noir. J'avais en l'an 2000... On fait court, hein, Philippe. J'avais en l'an 2000 proposé même un drapeau... D'abord, j'ai fini. J'avais proposé même un drapeau qui mélange le rouge, vert, noir et le bleu, blanc, rouge. Et c'était Hector Charpentier qui l'avait fait pour justement faire une réconciliation. Oui. Eh bien, il y a des listes qui, sous couvert par derrière ou bien ouvertement... Vous m'avez dit que vous n'avez pas la langue de bois, que vous allez les nommer. Au moins une. Il y a des listes qui sont peut-être sincères, mais qui sont à côté de la plaque, dans cette notion de république. Quand je dis à côté de la plaque, qui, à mon avis, ne mesure pas l'étendue des dégâts psychologiques qu'elles font derrière pour une jeunesse égarée. Vous avez choisi de ne pas les nommer. Je choisis de ne pas les nommer. Oui, vous aviez dit que vous alliez les nommer. Je préfère, vous avez raison, je préfère sauvegarder ma santé physique. Mais vous verrez, si j'ai le bonheur d'être au deuxième tour, que je dirais il y a des listes au deuxième tour qui ont soutiré activement, soutiré, c'est pas en bas, ou qui ont été proactives pour un drapeau rouge, vert, noir qui n'est pas, à mon avis, celui que les Martiniquais voudraient, c'est-à-dire ils voudraient d'un rouge, vert, noir, mais d'un rouge, vert, noir pacifique à côté du bleu, blanc, rouge. Très bien. Cette émission s'achève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ne bougez pas, on a un petit quart d'heure lecture, on va dire ça comme ça, avec notre partenaire, la librairie antillaise, dont le logo va s'afficher. Est-ce qu'en régie, vous êtes prêts pour l'affichage du logo de notre partenaire, librairie antillaise, le voilà. Alors, très rapidement, je vous rappelle nos propres productions, parce que c'est la seule émission où on fait de la pub pour nos propres productions. Business News, qui gère le pays, les 500 noms du pouvoir aux Antilles-Guyane, avec une vague de résultats du baromètre politique sur, on va dire, les choix des Martiniquais sur la CTM. Ensuite, l'historial, avec un certain nombre de récits, notamment celui de M. Beauregard, de René Beauregard, le dernier nègre marron de Martinique, et le people Yol, que vous adorez, et qui fait un peu la présentation du dernier en date, celui de 2019, pour préparer l'hypothétique Tour des Yoles de 2021. Très bien. Alors, les livres que nous vous recommandons, alors on va commencer par ce qui devrait être le livre de chevet des Martiniquais, Martinique, les identités remarquables, Anthropologie d'un terrain revisité, de Francis Affergan. Alors, Francis Affergan a été prof de philosophie au lycée Schellcher, et il s'interroge, parce que c'est un sociologue, sur ce qui constitue l'identité martiniquaise. Et vous lirez avec attention ce livre, qui est un livre fondateur, et vous comprendrez probablement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment chez les activistes, mais aussi chez les politiques. Alors, le must, celui-là, je vous le recommande, il est extraordinaire, c'est la biographie d'Aimé Césaire, qui vient tout juste de sortir, de Cora Véron. Et là, vous aurez une vision d'Aimé Césaire qui, globalement, a peu existé à travers la littérature, notamment toutes les petites anecdotes et toutes les déclarations qu'il a faites en privé ou en public sur le regard qu'il portait notamment sur la Martinique. Vous serez surpris, surtout quand, dans une interview en 1994, il dit que la petite colonie martiniquaise, avec ses mesquineries, ses ragots et ses hiérarchies de race et de classe, qu'il s'emmerdait
profondément et qu'il a quitté tout ça avec joie. Ça va faire sourire certains, énerver d'autres, mais c'est du Césaire dans le texte. Où suis-je? Leçon du confinement à l'usage des terrestres. Alors, Bruno Latour, ça c'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Alors, précipitez-vous sur ce petit bouquin. Il est professeur émérite associé au Media Lab de Sciences Po. Et un bouquin que vous devriez lire, Philippe Petit, c'est « Où atterrir? Comment s'orienter en politique ?» Ça date de 2017. Vous avez dit que c'est les éditions Les Empêcheurs de Tournant. Donc, ça vous connaît. Et puis, le polar, Michael Connelly. Alors, je vous avais présenté le poète comme étant un des musts de la littérature policière. Et bonne nouvelle pour ceux qui étaient restés un peu sur leur faim. Vous connaissez le principe des suites. Le héros central du poète est de retour. Dans Séquence mortelle, précipitez-vous. Je sais que le poète, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire c'est génial. Là, c'est pire que génial, c'est excellent. Philippe Petit, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un dernier petit mot à l'attention de peut-être vos futurs électeurs. Non, je crois que votre titre d'émission me plaît beaucoup parce qu'il correspond à notre matinique d'Ubud. Nous sommes politiquement incorrects. Mais vous n'avez pas été jusqu'au bout ce soir. Vous ne m'avez pas donné le nom des listes activistes, mais vous réservez probablement pour le deuxième tour, vous m'avez dit. Voilà, il faut garder une poire pour la soif, comme on dit. Et puis, comme vous m'avez parlé de... Nous sommes dans un petit pays, mon intégrité physique, on ne sait jamais. Et intellectuelle. Peut être menacée. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un moment agréable parce qu'avec Philippe Petit, on est toujours très proche de s'envoler, comme vous l'avez vu, avec ses idées... iconoclastes. Iconoclastes, c'est le mot. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, nous recevrons un nouveau candidat. Merci, à bientôt. Merci, Dimanche.